En 1939, alors que Bernard travaille comme cireur de chaussures devant une banque, il écoute les conversations des Blancs sur la finance et les investissements immobiliers. Alors qu'il écoute une réunion de banque, un policier le voit et se met à le poursuivre en criant que son père va apprendre qu'il espionne les Blancs. Ce soir-là, le père de Bernard parle à son fils, lui racontant comment, dans sa jeunesse, les jeunes noirs pouvaient être pendus pour n'importe quoi. En voyant le carnet de finances de Bernard, il lui dit qu'il est un garçon intelligent, mais qu'aucun blanc ne lui permettra de gagner de l'argent dans ce monde. Bernard, lui, insiste sur le fait qu'un jour il sera riche. En 1954, à Los Angeles, Bernard arrive en voiture avec sa femme Eunice et son fils Bernard Jr. pour rendre visite à l'oncle de sa femme. L'oncle dit à Bernard que la compagnie d'aviation Northrop embauche des Noirs et qu'il peut y trouver un emploi, mais Bernard refuse en disant qu'il va essayer l'immobilier. Son idée est de posséder une propriété et de la louer. Son oncle rit en disant qu'il n'y arrivera pas. Jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de s'acheter une maison, ils louent tous les trois une cabane dans le jardin de l'oncle d'Eugénie et Bernard promet à sa femme qu'il achètera une vraie maison dès que possible. Le lendemain, alors qu'il conduit son cousin Tony au travail, ce dernier s'excuse pour les paroles de son père. Un garçon blanc nommé Matt, l'ami de Tony, est fasciné par le fait que Bernard possède une voiture, pensant qu'il est riche. Il demande à Tony ce que fait Bernard dans la vie, ce à quoi Tony répond que Bernard est propriétaire d'immeubles. Par la suite, Bernard inspecte plusieurs propriétés et appelle les propriétaires pour connaître le prix qu'ils demandent. Quelques jours plus tard, Bernard montre à sa femme une propriété dans un quartier blanc qu'ils peuvent s'offrir, mais ils n'auront plus d'argent pour la rénover. Sa femme a une idée et l'emmène voir un co-investisseur potentiel, Joe, pour qui elle travaillait avant de se marier. Bernard trouve que Joe est trop décontracté, qu'il n'est pas sérieux et qu'il a l'air d'un playboy. Il part donc sans partager son idée d'entreprise, en disant à sa femme qu'il n'a pas l'intention de travailler avec Joe. La femme n'est pas contente car elle pense qu'il se fait une fausse idée de Joe et elle veut que Bernard vienne lui parler à nouveau. Soudain, il voit arriver le gouverneur, qui est apparemment un ami de Joe, mais Bernard ne veut toujours pas coopérer avec lui. Plus tard, Bernard rencontre le propriétaire de l'immeuble qu'il peut s'offrir et il demande à Patrick de lui prêter $10 000 pour des travaux de rénovation s'il achète l'immeuble. Patrick répond qu'il ne fait pas d'affaires de cette manière. Cependant, ses calculs sont légèrement erronés et Bernard le corrige rapidement, ce qui impressionne Patrick, car peu de gens ont une telle expertise. Malheureusement, il refuse toujours de lui accorder un prêt. Bernard remarque un cadeau sur une étagère dans le dos de Patrick, que ce dernier a reçu de son banquier, un certain Monsieur Reed, qui travaille à la Mid-City Bank. Il se rend à la Mid-City Bank pour parler au banquier. Cependant, Monsieur Reed n'est pas disponible pour le rencontrer et Bernard l'attend à l'extérieur de la banque. Lorsque Monsieur Reed quitte son travail, Bernard se présente en expliquant qu'il a une idée d'entreprise dont Patrick et lui pourraient bénéficier. Bernard retourne ensuite à la cabane en disant à sa femme qu'il n'a pas réussi à convaincre Monsieur Reed. Soudain, Bernard reçoit un coup de téléphone, c'est Patrick, qui a appris que Bernard est allé voir son banquier. Il demande à Bernard s'il pense que ce qu'il a fait correspond à la pratique normale des affaires et Bernard répond, un peu hésitant, qu'il ne le pense pas. Soudain, Patrick change de ton, semble heureux et dit qu'il va conclure l'affaire parce qu'il aime les gens qui ne suivent pas les coutumes normales des affaires, comme Bernard. Le lendemain, alors que Bernard et sa femme sont dans un club pour fêter l'événement, Joe s'approche soudain et veut parler à Bernard. Bernard et Tony commencent à rénover la propriété que Bernard a achetée. Une femme qui vit là les voit et leur dit qu'ils ne peuvent pas rester là, mais Bernard répond qu'il est propriétaire de l'immeuble. Contrarié, la femme fait remarquer qu'il est impertinent et qu'il s'agit d'un immeuble pour les Blancs. Plus tard, Matt arrive pour aider à la rénovation et Bernard lui demande s'il est d'accord pour travailler pour lui, ce à quoi Matt répond qu'il a toujours travaillé pour d'autres hommes. Bernard précise sa question en lui demandant s'il est d'accord pour travailler pour un noir, ce à quoi Matt répond que la seule couleur qui lui importe est que son argent soit vert. Les travaux de rénovation commencent, mais peu après, deux agents arrivent et disent à Bernard qu'une dame de l'immeuble a appelé et a dit qu'il se faisait passer pour le propriétaire. Bernard montre les documents prouvant qu'il s'agit bien de sa propriété et les deux policiers s'en vont en disant qu'il devrait être plus respectueux envers ses locataires. Lorsque la vieille dame apprend que Bernard et sa famille s'installent également comme locataires, elle s'en va car elle ne supporte pas la présence des Noirs. Quelques jours plus tard, d'autres familles noires un peu plus aisées emménagent et, en peu de temps, la propriété est entièrement louée. Patrick, voyant le succès et le talent de Bernard dans l'immobilier, lui propose de s'associer à parts égales pour acheter d'autres propriétés. Bernard pense que cela lui permettra de se développer plus rapidement, car Patrick peut être la tête de proue de l'entreprise, et il accepte volontiers. Ils travaillent tous les deux et achètent de plus en plus de belles propriétés. Matt, Tony et la femme de Bernard les aident à les rénover et à les meubler. Un jour, Bernard emmène sa femme dans un grand manoir, lui demandant quel type de meuble elle a besoin, mais il la surprend rapidement en lui disant qu'il s'agit de leur nouvelle maison.
Quelques mois plus tard, Patrick est retrouvé mort dans son lit un matin. Lors d'une négociation, la femme de Patrick offre à Bernard 25% de tous les immeubles que Patrick et lui ont achetés ensemble. Bernard trouve cela scandaleux, mais comme son nom n'apparaît sur aucun document, il n'a d'autre choix que d'accepter les 25% ou de ne rien recevoir. Bernard va voir Monsieur Reed pour voir s'il y a une possibilité de l'aider, mais Monsieur Reed ne veut pas le rencontrer. Soudain, Bernard a une idée en voyant toutes les institutions financières qui louent des locaux dans le grand Bankers Building où il se trouve. Il va parler à Joe, dont il apprend qu'il possède 18 propriétés locatives, et lui propose de créer une entreprise commune. S'ils s'associent, ils pourront éventuellement acheter le Bankers Building. Ainsi, les 12 banques qui y louent des locaux y réfléchiront à 2 fois avant de leur refuser des prêts à l'avenir. Ils pourraient commencer à acheter d'autres propriétés dans des quartiers réservés aux Blancs et se développer plus rapidement. Joe rit et trouve l'idée très audacieuse, mais il se demande comment quelqu'un pourrait vouloir leur vendre ses biens, puisqu'ils sont noirs. Un peu plus tard, ils invitent Matt et lui demandent d'être le fer de lance de leur entreprise, puisqu'il est blanc. Matt dit qu'il ne connaît rien au monde des affaires et reste dubitatif, mais les 2 hommes lui proposent de lui enseigner tout ce qu'ils peuvent. Dans un restaurant, une serveuse nommée Suzy trouve le courage d'aborder Matt, qui l'intéresse. Elle lui dit qu'il est plus jeune de quelques années, mais qu'elle le connaît depuis le lycée. Elle lui demande à quoi il pense et il lui répond qu'il s'agit d'un nouveau travail. Matt lui explique qu'il s'agit d'une sorte de partenariat dans l'investissement immobilier et elle est impressionnée. Matt retourne voir Bernard et Joe et leur dit qu'il acceptera volontiers le poste. Joe lui dit de se présenter au terrain de golf à 6 h le lendemain matin. Pour faire bonne impression auprès du propriétaire de la banque, Matt doit apprendre à jouer au golf et Joe le lui enseigne. Parallèlement, Bernard rencontre Donald, l'ancien banquier de confiance de Joe, qui est prêt à leur prêter jusqu'à 2 millions de dollars pour acheter la propriété de la banque. Bernard dit à Donald de ne pas s'inquiéter, car il a l'intention d'acheter la propriété pour moins cher. Bernard enseigne ensuite à Matt les calculs immobiliers. Pendant plusieurs semaines, Matt s'améliore lentement au golf et en mathématiques. Bientôt, Matt apprend l'étiquette de la table et s'achète un costume correct. Un jour, Matt effectue des calculs dans sa tête tout en jouant au golf comme un pro et les 2 hommes décident qu'il est prêt. Ils revoient ensemble l'affaire du Bankers Building et Bernard dit qu'ils se sont arrangés pour que Matt rencontre le propriétaire, Charles Renaud, dans un club de golf exclusif. Comme prévu, Matt réussit à l'impressionner par ses talents de golfeur. Les 2 hommes prennent rendez-vous pour négocier le prix du Bankers Building et éventuellement conclure une affaire. Une semaine plus tard, Matt se rend à la réunion et révise le cours de mathématiques dans sa tête. La réunion se déroule sans encombre et Matt impressionne à nouveau Charles par sa connaissance du marché immobilier et la rapidité de ses calculs. Ils finissent par se mettre d'accord sur un montant de 1 560 000 $. Ils célèbrent l'achat et, par la suite, on les voit nouer de bonnes relations avec les banquiers. Ils achètent des biens immobiliers de plus en plus précieux, de plus en plus grands, dans des quartiers réservés aux Blancs, et Matt épouse Suzy. Le trio finit par devenir un magnate de l'immobilier et rencontre le vice-président des États-Unis qui a emménagé dans le Bankers Building. Quelques années plus tard, ils rendent visite au père de Bernard à Willis, au Texas, et celui-ci lui exprime toute sa fierté. Le lendemain, Bernard et son fils Bernard Jr. se promènent lorsque Bernard aperçoit la main en banque, devant laquelle, bien des années auparavant, il a ciré les chaussures d'homme riche. De retour à Los Angeles, Bernard annonce à Joe qu'il veut acheter la banque au Texas. Joe lui répond que la gestion d'une banque est très complexe et qu'elle ne relève pas de ses compétences, notamment parce qu'elle se trouve au Texas, où les gens sont encore plus opposés à ce que des Noirs dirigent des entreprises. Cependant, Bernard est convaincu qu'ils peuvent l'acheter comme ils l'ont fait avec le Bankers Building, en se servant de Matt comme couverture. Lorsque Joe apprend qu'il existe un vaste marché inexploité, les Noirs ne pouvant pas emprunter à la banque, il accepte de devenir associé. Quelque temps plus tard, avec l'aide de Donald, Matt parvient à acheter la main en banque pour Bernard et Joe, alors que l'ancien propriétaire et son fils Florence détiennent toujours 20% de la banque. Tous deux commencent immédiatement à accorder des prêts discrets à des Noirs responsables, doublant ainsi les prêts acceptés. Grâce à cela, des familles noires peuvent s'offrir de plus belles maisons et des hommes d'affaires noirs peuvent augmenter le chiffre d'affaires de leur entreprise. 3 mois passent ainsi, mais soudain, le fils de l'ancien propriétaire, Florence, qui est cadre dans une banque, découvre qu'ils accordent des prêts à des Noirs. Un jour, il les confronte en disant que si les gens découvrent qu'ils accordent des prêts aux Noirs, la banque risque d'être prise d'assaut. Florence leur montre un document indiquant que le département du Trésor américain effectuera une inspection dans un délai d'1 mois après avoir reçu des rapports anonymes indiquant que la banque accorde trop de prêts dangereux. Plus tard, Matt fait part à Joe et Bernard d'une idée pour résoudre la situation. Il leur explique qu'ils peuvent acheter une autre petite banque qu'il pourra gérer, et qu'ils peuvent ensuite faire quelques tours de passe-passe financiers pour répartir les prêts qu'ils ont accordés entre les deux banques. De cette façon,
Il y a beaucoup moins de risques que le gouvernement ferme la banque parce qu'elle a fait trop de prêts. Joe et Bernard pensent que c'est une mauvaise idée, car Matt n'a que 3 mois d'expérience bancaire. Matt leur dit qu'il leur est très reconnaissant pour tout ce qu'ils lui ont appris, mais qu'il cessera de les aider s'il n'a pas l'occasion de devenir lui-même associé et propriétaire. Se trouvant apparemment dans une situation difficile, Joe et Bernard acceptent. Matt achète et devient propriétaire de la banque qu'ils viennent d'acquérir, la Marlin Bank. Ils commencent ainsi à mettre les choses en place pour réduire leurs risques. Environ un jour plus tard, Florence appelle Matt pour lui dire que des Blancs veulent retirer tout leur argent de la Marlin Bank, pensant que la banque est détenue par des Noirs. Bernard et Joe apprennent plus tard que 5 Blancs ont retiré tout leur argent et que 9 ont été persuadés par Florence de rester. Un matin, un inspecteur fédéral de la banque se présente à la Marlin Bank, disant à Matt qu'il reviendra dans 1 heure pour examiner les registres. Matt appelle immédiatement Bernard et lui explique la situation. Bernard dit à sa femme que Matt est en difficulté et qu'il devra lui-même assister à la réunion avec l'inspecteur pour éviter que Matt ne fasse des bêtises. Eunice lui suggère de se déguiser en femme de ménage pour aider Matt à l'extérieur de la salle de réunion. Mais il dit qu'il ne le fera pas, et Eunice fait remarquer qu'elle l'a fait à plusieurs reprises pour aider leur entreprise. Bernard lui répond qu'elle est une femme, ce qui est différent. Elle se met en colère, déclarant qu'elle se comporte pas mieux que les Blancs racistes s'il fait une différence entre les hommes et les femmes. Persuadé par les paroles de sa femme, Bernard est vu en train de nettoyer pendant que Matt et l'inspecteur se rencontrent. Bernard commence à aider Matt, mais l'inspecteur ferme la porte parce qu'il parle d'informations confidentielles. Bernard ne peut plus entendre ou aider Matt et il s'en va. Matt commence à avoir des ennuis et il va vérifier des dossiers, demandant de l'aide à Joe, Bernard et Eunice. Il lui donne quelques conseils, mais l'inspecteur trouve plusieurs prêts douteux dans leur livre. Plus tard, le trio se dispute et Joe et Bernard doivent débourser 300 000 $ de leur poche pour couvrir les créances douteuses de la banque. Matt se sent coupable d'avoir fait perdre 300 000 $ à Joe et Bernard. Quelques jours plus tard, Joe reçoit un appel de son avocat Donald, qui l'informe que la Marlin Bank a racheté 300 000 $ de créances douteuses à la Marlin Bank. Joe est choqué par la nouvelle et, avec Bernard, se rend rapidement à la Marlin Bank et demande avec colère à Matt ce qu'il fait, car l'achat de créances douteuses est une fraude. Matt répond qu'il pensait pouvoir régler les choses temporairement, et Bernard lui demande d'apporter immédiatement les livres pour arranger les choses. Mais au même moment, des fédéraux arrivent et annoncent que le département du Trésor a révoqué la licence bancaire de Marlin. Ils licencient Matt et annoncent aux employés de la banque qu'elle est fermée jusqu'à nouvel ordre. Dès leur départ, le FBI arrête Joe et Bernard. Quelque temps plus tard, à Washington DC, un avocat annonce à Joe et Bernard que les poursuites bancaires de l'État à leur encontre ont été abandonnées, mais que les poursuites fédérales sont toujours en vigueur. Il mentionne qu'un sénateur de l'Arkansas organise des auditions sur une question appelée règle bancaire laxiste, qui est liée aux accusations portées contre Joe et Bernard. S'ils parviennent à faire valoir leur point de vue, ils pourraient faire de cette question un sujet politique, ce qui forcerait les autorités fédérales à abandonner les poursuites. Au même moment, Matt a des ennuis pour avoir géré frauduleusement la situation avec la banque, et on lui dit qu'il peut soit accepter d'aller en prison, soit expliquer au tribunal que tout est de la faute de Joe et Bernard et qu'il sera libéré. Plus tard, chez lui, Matt réfléchit et passe un coup de fil à quelqu'un. Le lendemain, Matt témoigne au tribunal que Joe et Bernard l'ont embauché, manipulé et instruit sur la manière de gérer les prêts et les transferts d'argent. Après le témoignage, Bernard a 2 options. Soit il accepte l'accord d'immunité et confirme ce que Matt a dit, à savoir qu'il a profité de règles laxistes pour s'enrichir, ce qui permettrait au Congrès de corriger ces règles et il serait un homme libre. Soit il refuse et dit ce qu'il veut, et sa déclaration sera comparée au témoignage de nombreux Blancs, et si le tribunal décide qu'il ment, il ira en prison. Ensuite, Bernard se promène dehors avec Eunice et elle observe la beauté des bâtiments. Bernard dit qu'il est probablement trop tôt pour que 2 Noirs possèdent une banque, mais sa femme lui répond que c'est peut-être le bon moment, car cela met en lumière les questions raciales. Bernard dit que s'il mentionne dans son témoignage le fait que de nombreux Noirs sont encore exclus du rêve américain, il risque de perdre l'accord d'immunité. Il demande à Eunice ce qu'il doit faire et elle lui dit que quoi qu'il décide de faire, elle sera à ses côtés et le soutiendra. Juste avant de passer à la barre des témoins, Bernard parle à Joe et tous deux repensent aux années qu'ils ont passées ensemble jusqu'à présent. Ils échangent quelques plaisanteries et commentaires amicaux, après quoi Bernard entre dans la salle d'audience. Dans son témoignage, Bernard affirme que les documents fondateurs de la nation déclarent que tous les hommes sont créés égaux, un noble objectif qui n'a pas encore été atteint. Alors qu'il est constamment averti qu'il va perdre son immunité, Bernard se lève et continue à dire que si un homme ne peut pas obtenir un prêt, il ne peut pas démarrer une entreprise et ne peut pas se constituer un patrimoine ou acheter une maison, et qu'il est donc exclu du rêve américain. Enfin, il pose une question rhétorique, comment tant de Noirs peuvent-ils être exclus du rêve américain ? Joe et Bernard ont été condamnés à 3 ans de prison et le gouvernement fédéral a saisi tous leurs biens,
y compris tous les bâtiments qu'il possédait et leurs biens personnels. Dans les dernières scènes, on voit Bernard sortir de prison, accueilli par Joe et sa femme. Il dit à Eunice qu'il devrait rentrer chez eux et elle est confuse, disant qu'ils n'en ont pas. Bernard révèle alors un secret. La veille du témoignage de Matt, ce dernier l'a appelé et lui a dit qu'il risquait 50 ans de prison s'il ne blâmait pas Joe et lui-même pour tout. Il dit à Matt de faire ce qu'il a à faire, mais comme le gouvernement n'a pas encore pris leurs biens, il lui demande une faveur, acheter 2 maisons pour lui et Joe aux Bahamas. En entendant cela, Eunice est folle de joie. 3 ans après leur témoignage, le Congrès adopte la loi sur le logement équitable, Fair Housing Act, de 1968, mettant enfin un terme à ces problèmes raciaux dans l'achat et la location de biens immobiliers. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.